Mais oui, il est évidemment sexiste ce milieu, mais il y a eu plein d'affaires, hein, le Gamergate, plein de tweets à problème. Entre la police et les quartiers populaires, il n'y a pas de dialogue. Quand on est vierge, on te met la pression. C'est le cliché. On nous infantilise beaucoup vis-à-vis du fait qu'on joue aux jeux vidéo. C'est ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui parlent sans savoir. Apparemment, on est tous sportifs en banlieue. Quand je lui ai dit j'ai été violée, il m'a dit « Oh, c'est qu'un coup de bite ». Je m'appelle Victor Loquet, aka Ferry Peak dans le jeu. J'ai actuellement 22 ans et je suis joueur pro chez Team Vitality. Je m'appelle Mélina, j'ai 24 ans et je suis joueuse amatrice. Mon jeu vidéo préféré, c'est The Last of Us, le 1 et le 2 de Naughty Dog Productions. Je m'appelle Jennifer, alias Amelita. Je suis joueuse compétitrice sur les jeux de combat. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai à peu près 8 ans. Je suis Marie-Jo Indus-Faris, mais mon nom de gameuse, c'est Mijo. Je suis gameuse pas professionnelle du tout. Je joue aux jeux vidéo depuis 1992. J'ai toujours aimé jouer. Pour moi, ça m'apporte énormément de choses. Je m'appelle Adrien Legarda et Kilazou. J'ai fait de la compétition à un niveau national sur CSGO, Counter-Strike, toujours en parallèle de mes études ou de mon travail. Maintenant, je travaille à temps plein et à côté de ça, je stream sur Twitch sur mon temps libre. Je m'appelle Fabien Néo Devide. Je suis le fondateur et président de l'équipe e-sport Team Vitality. Je m'appelle Fred Moulin. Je suis passionné de jeux vidéo depuis que je suis tout petit, à tel point que j'ai créé une émission de jeux vidéo que j'ai animée pendant une dizaine d'années sur une chaîne cryptée. Les jeux vidéo, c'est un truc d'enfant. Je suis un enfant avant tout, donc. Je t'en prie, défends ton cas. Fortnite. La première expérience qu'on a, c'est peut-être aussi l'enfance, quoi. Les premiers souvenirs, les premiers émois, donc c'est peut-être destiné aux enfants avant tout. Alors attends, je vais venir avec toi, Ah. je vais changer d'avis. Allez, viens avec moi alors. Et je vais dire pourquoi. Ah, ça me plaît. C'est parce que, quel que soit l'âge qu'on a, eh bien, il est important de faire vivre son enfant intérieur. Donc, effectivement, c'est que pour les enfants, finalement. On se rejoint. Voilà. Ouais, ça veut dire qu'il faut dire qu'on est, on est tous des enfants même quand on n'est plus des enfants, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Absolument. Il faut garder sa capacité d'émerveillement de gamin de 5 ans. Ah ben complètement. Moi, là où je suis pas d'accord pour le truc d'enfant, c'est plus par rapport au fait qu'on nous infantilise beaucoup vis-à-vis du fait qu'on joue aux jeux vidéo. Très souvent, c'est dit d'une manière très réducteur ou dans le jugement, en mode tu fais un truc d'enfant, tu passes ta vie dans ta chambre à jouer, alors que c'est faux pour la plupart des joueurs. Et en plus, quand on parle de compétition, d'e-sport, on parle vraiment d'un domaine compétitif. Ça se professionnalise énormément. Il y a du staff autour. C'est vraiment pas un jeu d'enfant, quoi. C'est une bonne remobilisation aussi pour les personnes âgées. En vrai, il y a deux catégories. Il y a les jeux vidéo, c'est parce que c'est les jeux vidéo en gros. Donc il y a les jeux vidéo pour enfants, genre je sais pas, je dis n'importe quoi, à 10 boules, les choses comme ça. Et il y a les jeux vidéo où il y a des gens qui peuvent même en vivre. Par exemple, personnellement, mon boss ici présent me permet d'en vivre. Quand on dit qu'on joue aux jeux vidéo, t'as jamais grandi, quoi. Enfin, t'es immature, tu t'intéresses qu'à ça, tu passes tes soirées là-dessus, donc tu fais rien d'autre de ta vie, donc t'es un enfant, quoi. T'es dans ta chambre, et tu fais rien de plus. Sauf que les jeux vidéo, ça va bien au-delà de ça. C'est pas un truc d'enfant, c'est un truc de tous les âges, en fait. Il y a des jeux maintenant qui parlent de thématiques très sérieuses, très matures, comme la mort, comme le deuil. Et ça, un enfant, il joue pas à ce genre de jeu, donc c'est pas qu'un truc d'enfant, quoi. Ce qu'on oublie, je pense, c'est que c'est surtout à se construire, finalement. Enfin, moi, j'ai vu qu'on peut se construire à travers le jeu vidéo, donc à se développer. Donc pour moi, c'est un peu réducteur, on va dire. J'ai l'impression, en fait, qu'aujourd'hui, il y a finalement presque plus de jeux pour les adultes que pour les enfants. En fait, c'est terrible quand on a les dernières consoles de dernière génération, on se dit, quand il y a des petits qui viennent, on sait presque pas trop à quoi les faire jouer. Il faut les brancher sur le rétro gaming, hein, c'est tout ça. Ouais, c'est ça. Tu leur achètes une Recoolbox et t'es tranquille. C'est ça, ouais, peut-être. Les jeux vidéo rendent violents. C'est trop extrémiste. Je vais être dans le vrai, mais pour le nuancer. Alors, rendre violent, en fait, c'est hyper fort. Moi, je pense que là, quand tu dis rendre violent, c'est sûr que toutes les conneries avec... tu joues à Call of Duty, donc forcément, tu as des envies de faire des descentes dans un lycée ou des conneries du genre, etc.
c'est infernal, c'est le raccourci ultime, quoi. C'est absolument faux. Violent, ça peut rendre un peu de temps en temps un peu colérique, voilà, parce que c'est quand même certains jeux quand même, surtout les die and retry, c'est-à-dire le fait de mourir et de recommencer. Quand tu vas loin, que tu t'investis, que tu fais tes meilleurs efforts entre guillemets pour aller au bout de la partie, ou que même très haut niveau, c'est-à-dire d'un point de vue e-sport, des fois tu prépares bien ton match, t'es super bien et il y a rien qui va parce que des fois il y a un facteur chance qui rentre en compte. C'est énormément de frustration et peut-être ça va être aussi, voilà, on va peut-être taper un peu sur le bureau, une manette va voler, une forme de d'énergie qui ressort après de là. Qu'on a dans le sport. Oui, qu'il y a dans le sport, exactement, de la frustration, mais c'est vrai, c'est très exactement là, il y a des mauvais perdants, des mecs qui... Non mais voilà, même dans la politique, des mecs qui perdent une élection et qui disent c'est de la triche. Bah ouais, mais c'est clair. Et puis en général, comme tu l'as dit, on est tilt, c'est-à-dire qu'on est énervé parce qu'on a perdu ou qu'on a eu un truc pas chanceux. C'est vraiment dans les jeux où il y a de la compétition et c'est pas apporté à tout le monde, quoi. Dans les jeux dit casual où c'est voilà, tout le monde qui peut y jouer un peu pour le fun, genre Mario et tout. Bon, c'est rare qu'un mec il va péter un câble sur Mario, quoi. Bon, voilà, il y a des jeux vidéo pas compétitifs qui te rendent très énervé. Hein. Ah ouais? Ça c'est, moi le dernier Last of Us m'a rendu folle à certains moments. Quand je dis compétitif, c'est pas forcément taper contre des mecs en face ou jouer contre des joueurs vrais entre guillemets. C'est vraiment quand le jeu demande un certain niveau et comme une bonne maîtrise. Tu peux commencer à rager, voilà, un peu, parce que le jeu... Et encore, c'est rager, voilà, t'es énervé un peu contre le truc, mais t'es pas violent, quoi. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude pour les parents, souvent, qui disent ça rend violent, regarde-le, il est... Donc, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est peut-être apprendre, justement, à canaliser ses émotions. Je sais plus quel médecin a dit, mais il faut essayer d'apprendre aux enfants aussi que perdre, c'est pas grave. Il y a des études qui ont été faites sur la violence des jeux vidéo et l'impact que ça a sur les enfants. La plupart des conclusions, c'est que ça rend pas violent les enfants, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a une deuxième chose, c'est que le fait de jouer la violence dans un jeu, ça les défoule. Ils peuvent enfin s'exprimer, ils peuvent enfin exprimer cette espèce le sentiment de frustration qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de cette impuissance qu'on a quand on est enfant. Moi, j'ai ressenti c'est un défouloir, absolument. Et ça peut être nécessaire. Moi, c'est le petit truc qui me choque, c'est que des gamins de 12 ans, ils savent reconnaître une arme. Ils disent « Ah, la Scar 95 avec le truc, etc. » Et du coup, l'air de rien, il y a quand même aussi une sorte d'expertise. Ils apprennent. Ouais, ils apprennent, c'est sûr. Mais c'est peut-être le truc un peu, allez, on va faire un peu le poil à gratter, le mec relou et tout. C'est quand même, bon, t'as une expertise sur des trucs d'armes, donc c'est peut-être pas cool sur ce truc-là, quoi. Mais moi, ça m'intéresse surtout pour Adrien qui joue à Counter-Strike, qui est un jeu qui existe depuis 20 ans, et moi, je vois mes joueurs, le mot tuer quelqu'un, ça n'existe pas, quoi. Eux, quand ils éliminent un mec en face, c'est pour mieux avancer vers l'objectif et c'est la finalité et c'est un objectif. Et il n'y a pas cet imaginaire de j'ai tué quelqu'un de sang-froid, le mec, etc. Parce que, tu vois, c'est complètement déconnecté parce que tu as la sensation que tu sais que la ronde d'après, tu rejoues et que, bon, après, la partie, elle est finie, tout va bien. Après, tu prends pour exemple des jeux de compétition. Les gens, là, vous êtes 1% de joueurs e-sport. Les 99% des Français, ils jouent à des jeux solo, à des jeux multi, pas forcément en compétition. Et les jeux solo, il y a des jeux où, quand même, quand tu égorges quelqu'un, t'entends la personne agoniser pendant 5 minutes. Mais c'est la même chose dans le cinéma. Oui, voilà, exactement. Et voilà, il a fini. Donc voilà, il y a certains jeux où, quand même, tu ressens que voilà, c'est pas très bien ce que tu as fait, mais ça te pousse pas non plus à aller faire agoniser quelqu'un dans la rue. Il faut toujours se rendre compte que c'est un jeu vidéo et que voilà, c'est fictif, quoi. Ça n'existe pas. Les meilleurs joueurs, joueuses sont les plus connus. T'as ma place. En fait, clairement pas, en tout cas. Il y a plein de mecs qui sont très connus, surtout sur Twitch. En général, ils ont un niveau correct, voire assez bon. C'est très rare qu'ils soient très mauvais. Il y en a plein qui sont fait connaître parce qu'ils étaient marrants ou que, je sais pas, ils savaient bien divertir et tout. Ouais, parce que c'est deux métiers différents. T'as le métier, finalement, du divertissement, où, en fait, animer une communauté, c'est-à-dire avec Twitch, où tu as l'interaction directe avec tes auditeurs, tes spectateurs, et le but c'est d'interagir avec eux parce que c'est la beauté d'Internet au final. C'est eux finalement qui ont le plus de visibilité. T'as ce côté où
t'es tout le temps dans la représentation, dans le show, dans le divertissement, et t'es pas dans une optique de justement de montrer tous les tricks ou les ficelles du jeu, d'arriver au degré de performance ultime. Donc c'est vraiment deux métiers différents. Et généralement, c'est des très bons ambassadeurs du gaming, mais c'est généralement des performeurs moyens, quoi. Moi, je préfère regarder quelqu'un qui est très divertissant et qui a un niveau assez correct, plutôt que quelqu'un qui est extrêmement fort, mais tu t'ennuies de ouf devant le truc, à moins que j'ai vraiment envie d'apprendre un truc. Genre, si je vais sur un nouveau jeu et que je comprends rien, je vais aller regarder un mec très fort pour me dire « Ok, là, ça, il utilise ça c'est pas mal. » J'ai l'impression qu'ils ont l'honnêteté de le reconnaître maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, un Squeezie, il va jouer avec un Gotaga, des mecs qui sont des anciens pros, et j'ai l'impression qu'ils sont plutôt honnêtes avec leur audience, parce qu'ils ont tendance à se désavouer eux-mêmes ou à faire venir justement des pros sur certains jeux, de les mettre un peu en lumière. Et d'ailleurs, l'e-sport, nous, on en a vachement bénéficié parce qu'on était quand même une niche dans la niche, avant que le gaming devienne mainstream comme ça, et on était un petit endroit. Et d'un coup, le phénomène Call of Duty avec tous les youtubeurs, que ce soit Wartech, le V12, Squeezie, Diablo X9, etc., ils ont été à un moment donné, quand ils ont un peu creusé et qu'ils ont voulu s'améliorer, ils ont vu qu'il y avait des petits gars comme ça, méconnus, qui étaient très forts, très compétitifs, et ils nous ont donné cet éclairage, quoi, cette lumière sur cette discipline. Mais justement, les joueurs les plus performants sur des jeux e-sport, ils n'ont peut-être pas forcément le temps de travailler pour leurs réseaux sociaux, alimenter tout ça. Ça prend du temps d'être actif sur Twitch, d'être actif sur YouTube, il faut des monteurs. T'as pas envie de te concentrer là-dessus, je pense, quand tu joues au top niveau sur un jeu e-sport, quoi. Parce que t'as d'autres choses à penser, t'as des soucis de performance, etc. Après, c'est une question d'objectif. Et après, juste aussi, ça peut aussi, par contre, servir parce que alimenter sa visibilité, sa fanbase, etc., ça aide dans l'e-sport. Aussi, ça donne plus de visibilité même à ton club pour négocier tes contrats, j'imagine que ça aide, etc. Enfin, ça te sort de la précarité. En fait, moi, je me suis mis là parce que c'est pour moi les côtés être le meilleur. Il y a une idée d'affrontement, mais le jeu vidéo, c'est pas que de l'affrontement, en fait. C'est pas que de la compétition, c'est pas que compétitif. Aujourd'hui, il y a vraiment des jeux pour juste s'évader, quoi. Tu vois, Mijo, toi, tu sais que t'adores tu mets Zelda, mais même pas pour faire le jeu. Même pas pour jouer. Ouais, pour te promener. Pour me promener. Je peux plus me promener dans la vie réelle. Donc, aller me balader à cheval dans les forêts d'Hyrule, ça me remplace une vraie balade à cheval dans la forêt de derrière chez moi. Ah, c'est ça. C'est tout. Le milieu du gaming est raciste et sexiste. Là, il faut faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Ouais, on faut, mais... Non, allez. Les joueurs, pour moi, c'est juste un échantillon de la population. Et du coup, il y a des racistes et des sexistes, homophobes, peu importe, partout. Des gens avec des comportements haineux. Et c'est décuplé sur Internet, parce qu'on est sous couvert d'anonymat. C'est comme sur Twitter, on peut voir les comportements... Enfin, on peut voir des comportements complètement fous sur Twitter. C'est un milieu qui est très masculin. Et si on regarde le comportement des joueurs quand ils se retrouvent dans des parties avec des femmes, c'est soit directement dans la sexualisation, soit c'est très toxique. Et c'est jamais des rapports qui sont... d'égo à égo, en fait. Mais oui, il est évidemment sexiste, ce milieu. Mais il y a eu plein d'affaires, le Gamergate, plein de tweets à problème. Voilà, il y a du sexisme comme dans la société, en fait. Le jeu vidéo est autant sexiste que la société. Ce sont des humains qui jouent aux jeux vidéo, donc... Ouais, voilà, c'est ça. Après, on évolue quand même un peu. Il y a plein de personnages féminins charismatiques qui arrivent de plus en plus. Bon, après, le premier personnage féminin dans le jeu vidéo, il était là au tout début des jeux vidéo, mais Samus, voilà. Mais tout le monde a dit, bon, on s'en fiche, on fait comme si elle n'existait pas. Mais bon, quand même. Enfin, la représentation des femmes, c'est toujours un problème dans les jeux vidéo, donc c'est pour ça qu'on les sexualise et tout ça quand elles commencent à jouer. Les e-girls et tout ça, les filles, voilà, qui se montrent un peu, ça nous dessert un peu. Mais n'empêche que, oui, le milieu est sexiste, mais il y a quand même beaucoup de femmes, donc voilà, c'est en train d'être sur une... Ça évolue. C'est en train d'évoluer, donc c'est ça qui est bien. Déjà, quand on grandit, on nous met là-dedans, en fait. On nous dit, si tu joues aux jeux vidéo, c'est pour les garçons. Donc déjà, ça aide pas. Déjà, pourquoi ? C'est quoi le rapport entre les deux ? Déjà, je vois pas. Donc déjà, ça passe déjà par l'éducation. Donc le pire, c'est que c'est pas dit ouvertement. C'est dans les faits que ça se montre. C'est le manque de représentation. C'est plein de choses, en fait. Ils n'assument pas. Donc, en fait, quand on le voit marqué, le jeu vidéo, c'est raciste et sexiste, c'est vraiment très dur de le voir écrit, alors finalement, il ne l'assume pas. Personne ne viendra le dire ouvertement, alors que dans les faits, c'est exactement ça. Moi, j'ai jamais trop subi de commentaires sexistes parce que j'ai un caractère plutôt fort. Donc au final, les gens ils osent pas trop, dans les bars à jeux vidéo, des trucs comme ça. Même c'est plus, c'est des petits commentaires quand on joue à Mortal Kombat et qu'ils disent dis donc tu m'as battu, t'es une fille. Bon, c'est des petites remarques comme ça qui font
pas mal parce qu'on a l'habitude en fait on a l'habitude d'entendre des bah, t'es une fille, t'es pas forte, tu gagneras jamais, enfin, ou tu seras jamais compétitrice, ou joue pas à des jeux de compétition, de toute façon tu vas te faire lyncher. Bon, c'est des petites remarques. Moi, j'ai pas subi de véritable sexisme, mais ni de racisme. C'est du racisme anti-vieux. Oui, anti-vieux, c'est une forme de racisme. T'as raison, oui, c'est tout à fait ça. Et je me suis fait éjecter de certains forums, alors pour 2 raisons. D'une part, parce que je comprenais pas une seconde ce qui se disait. Et puis, une fois, j'ai eu le malheur de dire que j'avais mon âge. Dégage. Ça a été vraiment... On m'a oublié. Je n'existais plus. Alors, il y a une autre chose que je voulais dire quand même, c'est que c'est quand même étonnant que les développeurs ne se rendent pas compte qu'il y a plus de femmes qui jouent que d'hommes. T'es pas d'accord avec moi? Je sais pas. Dans les clients... En termes de stats, j'ai pas les chiffres exacts. Non, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de garçons qui jouent, non? 47% de femmes, 53%. Je pensais qu'il y avait plus. Je pensais qu'il y avait plus. Pour l'industrie, je pense qu'elle souffre d'un manque de représentation. Par exemple, dans les jeux vidéo, bah moi je suis à moitié asiatique, et les seules fois où je vais avoir la chance de pouvoir incarner un personnage asiatique, ça va juste être quelqu'un qui fait des arts martiaux. Pour les personnages noirs, ça va être quelqu'un de toujours très costaud, par exemple. Et c'est vraiment dans les clichés tout le temps. Et enfin, il y a un problème à ce niveau-là. Et même, il y a eu on a peut-être tous vu des petits tweets d'anciens développeurs de grosses boîtes qui avaient des bâtons dans leur roue mis par leurs supérieurs sur la direction que devait prendre le développement d'un jeu. Parce qu'à la base, le personnage devait être un personnage féminin et le supérieur ne voulait pas. Et ça devait être obligatoirement un homme mâle, hétéro, blanc, bien sûr. Si on se met du côté du faux, mais je pense qu'on est entièrement d'accord. Et c'est pas de la démagogie facile ou de la facilité, bien sûr qu'on est d'accord. Aujourd'hui, moi, mon équipe et ma boîte, c'est un leader en France. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a cette responsabilité aussi de montrer que c'est pas une généralité. Aujourd'hui, nous, on a une tolérance zéro, justement. On a une volonté de parité, même sur les emplois. On est quasiment à 50-50 sur le ratio femmes et hommes dans les bureaux. Après, en même temps, ça serait complètement déplacé parce que nous, on est des mecs blancs. Donc, on va parler de sexisme et de racisme. Je veux dire... on ferme nos gueules, tu vois. On ferme nos gueules et voilà, on sait pas ce que c'est et on est privilégié depuis notre naissance. Donc voilà, on est très très mal placé pour dire ça n'existe pas. Au moins tu le reconnais. Bah oui, mais on le reconnaît. Je veux dire, on est né avec un privilège. Je veux dire, c'est une sacrée différence avec les réactions de ces mecs-là, quoi. Non, mais bien sûr. Mais je pense que voilà, c'est sûr. Moi, c'est juste un faux pour l'espoir parce que dans les faits, en fait, vous savez mieux que nous et désolé pour vous. Alors moi, je me suis mis dans faux, même si je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Dans le vrai, en tout cas. C'est juste que vraiment, moi, j'ai jamais eu affaire à ça, en tout cas pour l'instant. Donc, ça renforce encore plus cette idée, peut-être. Donc, t'as jamais croisé vu de comportements racistes ou sexistes? Franchement, ça peut paraître incroyable, mais c'est vraiment, je n'ai jamais connu quelqu'un ou joué avec quelqu'un qui a eu affaire à ça ou quoi que ce soit. Bah, ils sont gentils, hein, sur Rocket League. Ah ouais. C'est juste un passe-temps. Bon, je mets du côté vrai pour le débat. Pour la beauté du débat. Alors, je me suis mise dans le vrai pour l'effet de contradiction. Mais après, c'est pas faux. Oui, les jeux vidéo, à la base, c'est quand même un... C'est d'abord un passe-temps, ouais, c'est vrai. C'est d'abord un passe-temps, en fait. C'est d'abord un loisir. Ah, on est bien ici. C'est d'abord un loisir, quand même. Enfin, et en fait, après, ça devient un travail. Et il y a un jeu qui nous fait dire que, ah ouais, non, c'est plus qu'un passe-temps. Je vais aller au-delà. Je vais découvrir encore plus d'autres jeux. Mais à la base, oui, moi, je pense que c'est un loisir. Ça nous permet de déconnecter de la réalité. C'est un moment pour souffler, quoi. Pour moi, un passe-temps, c'est quelque chose que tu fais... C'est perdre son temps? C'est pas perdre son temps, mais c'est quelque chose que tu fais sans vraiment de finalité, d'objectif ou même de plaisir personnel, tu vois. C'est comme quand t'étais gamin et que tu faisais tes S dégueulasses ou tes spirales sur les cahiers, tu vois. Sur les cahiers, et ça, c'est un passe-temps. Si tu t'ennuies, tu fais autre chose. Et pour moi, c'est ma version très extrémiste des trucs, ok? Il y a oui, non, c'est binaire, ok? Non, mais tu vois, pour moi, un passe-temps, c'est ça, quoi. Ça a ce côté un peu un peu négatif, en vrai, ouais. Un peu péjoratif. Moi, je trouve ça péjoratif, quoi, un passe-temps. Okay. C'est ma perception du truc, tu vois. Quand tu joues dans les transports à Candy Crush, je vais chercher le mot, c'est vraiment... on est pas loin du passe-temps, enfin, c'est histoire de t'occuper. Mais après, c'est vrai que quand il y a des jeux où ça peut pas être un passe-temps parce qu'il faut vraiment s'investir dedans. Mais donc les gamers de Candy Crush, c'est pas des gamers du coup, c'est des gens... Ah non, c'est bien sûr. Il y a une tolérance zéro pour les mecs de Candy Crush déjà. C'est ça, c'est une évidence, il n'y a pas de débat en fait.
Moi, par exemple, je vais m'ouvrir à des gens qui sont pas dans mon cercle proche sur le fait que j'ai fait de la compétition dans le jeu vidéo ou quoi. On va très vite le ramener à cette idée de passe-temps, en fait. Ça va très vite être ramené à tu perds ton temps, c'est pas forcément un truc très sérieux, les jeux vidéo de toute façon c'est facile, t'as pas trop à t'entraîner. Les gens ne le comprennent pas ou te prennent pas au sérieux. Et c'est pour ça que je préférais être dans le faux pour dire que non, ça peut ne pas être un passe-temps. Après, je pense par rapport à la question, il y a l'objet jeu vidéo, et puis il y a finalement ce qu'on fait du jeu vidéo. Et vous jouez au jeu vidéo de manière compétitive, avec de l'argent en jeu, etc. Donc ça n'est plus un jeu pour vous. C'est un métier. Et puis, voilà, c'est un métier. Et comme les gens qui créent des jeux, c'est un métier. C'est leur travail de créer des jeux. Il faut que ça reste un jeu. Moi, par exemple, tous les jours, quand je me lève, je suis content de jouer à mon jeu vidéo. Parce que si on perd la passion, s'il y a beau avoir de l'argent au jeu et tout, on ne sera jamais performant si... On pourra l'être, mais sur court terme. Parce qu'en fait, dans l'expression, c'est juste un passe-temps, on a l'impression que ça veut dire c'est une passade, que ça va te passer. On n'arrive pas à comprendre que ça peut être sérieux, on peut vraiment s'investir énormément. Et c'est ça qui me gêne un peu dans l'expression, c'est juste un passe-temps. C'est ça que je voulais dire, c'est ça. C'est un peu réducteur en ce qui concerne les jeux vidéo. Ouais, t'as rien de mieux à faire. Bon, c'est vrai que j'ai rien de mieux à faire, moi, mais... Les jeux vidéo, c'est une addiction. Bon, allez, moi je m'assieds là. C'est super compliqué comme cliché parce que c'est donner raison à ceux qui veulent nous faire du tort, déjà. Personnellement, moi, je me suis déjà vue là récemment, surtout pendant le confinement, ou même pendant la fac. Oui, il y a des moments où j'ai eu moins envie de sortir, je préférais jouer aux jeux vidéo. Mais comme les séries, comme les livres, comme voilà, on a envie de savoir la fin, on a envie de jouer, on a envie de lire, on a envie de regarder un film. Donc c'est une petite addiction des fois. Il y a des gens fragiles, ils peuvent tomber vraiment dans l'addiction, mais c'est vraiment rare. Donc c'est vrai et faux, quoi. Voilà. C'est marrant parce que ce que tu as cité, c'est pas vraiment pour moi une addiction. Tu as juste dit j'ai hâte en sortant de la fac, qui est un truc qui est pas forcément plaisant de réviser ou d'être en cours. De t'adonner à une activité qui te plaît. Donc pour moi, c'est plus ce que tu as décrit, c'est une passion. Ouais, mais si tu veux y jouer tous les soirs... Aussi. Oui, mais... C'est pas une addiction, ça, hein? Ça peut l'être, par contre. Ça peut l'être. Ça peut le devenir. L'addiction, c'est pas lié aux jeux vidéo. C'est lié à un dysfonctionnement psychologique. C'est... les psychiatres pourraient en parler mieux que moi. Et ça n'a rien à voir avec le sujet de l'addiction. C'est complètement indépendant. Moi, je sais que quand j'étais au lycée, au collège, j'ai joué vraiment beaucoup plus que la moyenne. Voilà, c'était vraiment une passion, je kiffais ça. Je rentrais chez moi, même en cours, je pensais à y jouer et tout, et j'adorais. Et en général, je passais vraiment des bons moments. Après, il faut aussi voir pas que ça devienne trop encombrant et que du coup, ça ne nous prenne pas sur des choses de la vie, par exemple le travail ou quoi que ce soit. C'est quand même limité dans le temps. C'est-à-dire que moi, quand j'ai reçu mon Zelda Breath of the Wild, on m'a pas vu pendant 6 mois. Hein, je jouais 8 heures par jour, d'accord. Oui. Bon, je me faisais encore un petit peu à manger quand même, tu vois, mais parce que moi, je kiffe complètement ce jeu et que je rentre dedans, j'en rêvais la nuit, etc. J'arrivais à résoudre des énigmes dans mon sommeil, etc. Et alors, je suis pas en addiction pour autant. Je me suis mis dans le vrai parce que, comme Victor l'a dit, ça peut l'être, mais c'est une très petite partie de la population des gamers, on va dire. C'est vraiment une très petite partie, mais ouais, donc en vrai, je sais pas pourquoi je suis là, en fait. J'aurais peut-être dû être de ce côté-là. Reviens. Ça s'appelle étiquette, sinon, l'émission. Non, en vrai, c'est vraiment une très petite partie de la population. Et là, pour la plus grosse partie, c'est juste un choix de ce que tu fais de ton temps libre. Pour les joueurs qu'on appelle casual, qui juste cherchent du divertissement, ça va être vraiment genre, je préfère passer 3 heures en rentrant du taf à jouer aux jeux vidéo avec des potes ou tout seul, plutôt que de regarder une série. Pour les joueurs compétitifs, du coup, là, c'est plus, on se rapproche de l'investissement qu'un sportif de haut niveau met dans sa passion et son sport. Les addictions, en fait, je peux les comprendre sur les mécanismes, par exemple, sur FIFA. Par exemple, leur système d'acheter des packs et que c'est une sorte de roulette russe où il y a une addiction finalement et d'adrénaline parce que tu mets de l'argent pour avoir des joueurs et avoir un truc hyper fort. Ça, c'est l'addiction au jeu. Au jeu d'argent. Exactement. Ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Complètement. Et c'est le truc où, par exemple, je le condamnerais. Dire qu'il y a du comportement excessif dans le jeu vidéo, oui.
Et je pense que la jauge, la limite, tu y étais pas loin, c'est à partir du moment où, justement, tu ne respectes plus tes besoins de ton corps, de sommeil, de nourriture, de te nourris plus, là, il y a une question à se poser, et là, ça concerne effectivement très, très peu de cas. Donc, en fait, apparemment, l'OMS a classé le jeu vidéo comme quoi c'est dans addiction pour pouvoir l'étudier, parce qu'apparemment, il y aurait quelques cas. Donc, si c'est dans cet état d'esprit-là, je veux bien. Mais c'est vrai que souvent, le mot addiction aux jeux vidéo, il arrive un peu vite. Les gens qui disent ça, généralement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et donc, moi, c'est ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui parlent sans savoir. Et ça, vraiment, c'est un truc qui rend fou plus que l'addiction, finalement. De toute façon, les jeux vidéo, ça t'apprend rien. C'est vrai, franchement. Allez. En fait, les jeux vidéo, c'est de la culture. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. Je me suis dit, oh, j'adore cette musique, je vais aller écouter ce qu'elle a fait, cette femme. Ah, bah, elle a fait cette musique de ce film. Enfin, en fait, étonnamment, les jeux vidéo, c'est là où on apprend plein de cultures différentes sur voilà, la musique, l'écriture même, parce qu'il y a des jeux vidéo très bien écrits, sur l'anglais, sur le dessin, sur le graphisme, sur le code. En fait, on apprend plein de choses dans un seul et même jeu vidéo. Évidemment, des jeux vidéo avec des briques et tout ça, on n'apprend peut-être pas forcément grand-chose. Moi, je vous trouve dur avec les cubes parce que quand je déménage, à chaque fois, je me dis heureusement que je suis un crack sur Tetris. Parce que sinon, ouais, franchement. Ça t'a appris à mieux ranger les cartons. Quand tu vois que t'as le camion et qu'il faut rentrer la chaise, etc., tu te dis heureusement que j'ai joué un peu à Tetris quand même. Tu vois, c'est vrai. Moi, les jeux vidéo, ça m'apprend quelque chose tous les jours. D'ailleurs, quand quelque chose ne m'apporte pas un apprentissage, quel qu'il soit, sur quelque plan que ce soit, ça m'intéresse pas. Il y a plein de jeux déjà, même juste pour s'instruire, genre... j'ai envie de revenir sur Adibou parce que c'est beau. Mais... non, mais voilà, il y a des jeux pour les enfants de 3 ans, 6 ans qui permettent de s'instruire déjà. Donc ça, déjà, c'est quand même assez gros. Mais même les autres jeux, ça nous apprend plein de choses. Par exemple, moi, je sais que j'étais pas très bon en anglais au début. Genre, mon anglais s'est carrément amélioré depuis que je joue à des jeux vidéo. Je te rejoins vraiment sur le côté apprendre des choses grâce aux jeux vidéo. Mon travail actuel où je suis arrivé, à la base, j'étais pas chef d'équipe. Maintenant, je suis chef d'équipe. Et les seules bases que j'avais en tant que manager, tout simplement, c'était lié à mon expérience dans le jeu vidéo parce que c'était dans un jeu d'équipe. Donc ça veut dire que pendant 3 ans de ma vie, je m'entraînais tous les soirs quasiment, pendant 5 heures par jour à peu près, à progresser en équipe. Et quand je suis arrivé au travail où je suis actuellement, ce qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu, c'est juste que j'avais déjà cet esprit, pas managérial je dirais, mais juste de cohésion d'équipe, d'apprendre à travailler ensemble. Mais c'est marrant ça parce que en fait, en gros, toute la dimension RH, ressources humaines de la plupart des boîtes, il y a peut-être 5 ans en arrière, la mode c'était d'avoir un sportif de haut niveau. C'était vraiment, il fallait avoir un sportif de haut niveau parce que le mec a des valeurs olympiques, il connaît l'effort, etc. Et maintenant, tous les trucs sur les ressources humaines, c'est on veut des gamers. Parce que finalement, tu te rends compte qu'ils sont multitâches, ils s'adaptent à tous les outils, les applications, les logiciels hyper vite, de manière hyper instinctive, etc. Et tu te rends compte que finalement, le gaming, c'est devenu aussi un critère à l'embauche et hyper intéressant. Ça me fait penser que finalement, les gamers, avec tout ce qui est streaming maintenant, tout ça, en plus du jeu vidéo, on apprend à utiliser des outils de communication, à faire du direct, à parler avec une communauté. Alors, on apprend du jeu vidéo, mais on apprend aussi sur soi, je trouve ça. On développe nos goûts, on développe parfois même des talents, parce que des gens qui ont vu quelque chose dans un jeu vidéo se disent je vais l'essayer en vrai. Et ça peut donner des trucs assez étonnants. On apprend à pas lâcher. Ouais, c'est ça. En fait aussi, puisque comme on veut y arriver, on n'a pas peur de l'échec. Ça développe le caractère, ça développe pas mal de choses. Ce qui m'a développé le plus, c'est qu'avant, j'étais vraiment une très très grosse timide. Vraiment timide maladive. Je n'osais même pas commander au resto toute seule. Et le fait de jouer, et puis maintenant de jouer au niveau compétitif, donc du coup, ça fait que on se déplace, on rencontre plein de nouvelles personnes et je pense que voilà, il y a un facteur quand même socialisation que je pense qu'on oublie beaucoup parce qu'on a vraiment l'idée que les joueurs sont enfermés dans leur chambre, ils côtoient personne, voilà, une hygiène douteuse parfois, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout ça, quoi. Prenez du plaisir en jouant, prenez du plaisir à faire tout ce que vous faites en général, c'est le meilleur moyen de réussir. Moi qui ai toujours essayé de défendre et de présenter au mieux le jeu vidéo à la télévision, j'ai voulu participer à ce programme pour continuer de combattre ces fameux clichés et essayer de montrer que cet univers il est très créatif, il y a des métiers, il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo avec beaucoup de passion. Pour quelqu'un de mon âge, ça entraîne ma mémoire, ça crée des nouveaux réflexes conditionnés. J'ai même vu mes réflexes en voiture s'améliorer
après avoir joué aux jeux vidéo. On a besoin de femmes dans l'industrie, on a besoin de femmes joueuses qui se montrent un peu plus et je suis là aussi pour ça, pour montrer qu'on est là, quoi.